Sur le GNL, on est Oui. d'accord que ça ne peut pas être considéré comme une énergie bas carbone, Ah non? y compris venant des États-Unis comme une énergie de transition, parce que c'est un des éléments qu'on nous renvoie. Alors je vais être un tout petit peu taquin. Les premiers à avoir, avec vous, à avoir évoqué le gaz comme énergie de transition, si ma mémoire est bonne, c'était les gens, les antinucléaires qui disaient on va faire de l'éolien et du gaz, et le gaz sera une énergie de transition. Il me semble que bon. Vous l'avez compris, notre sujet, c'est de voir dans quelle mesure la stratégie et les investissements de Total Energy sont compatibles avec les objectifs que se fixe la France en matière climatique et y compris en matière de politique étrangère. Vous avez beaucoup travaillé sur les stratégies de décarbonation des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous dire, au regard, y compris des dernières déclarations d'investissement de Total, vous considérez qu'au fond, la stratégie de Total peut être compatible avec l'accord de Paris, à la fois en matière, d'abord en matière d'investissement sur les énergies fossiles. Deuxième question, vous avez beaucoup travaillé sur la question du GNL. On voit qu'aujourd'hui, il y a une stratégie assez massive d'investissement dans le GNL, y compris gaz de schiste. Est-ce que, comment vous jugez de cette stratégie d'investissement dans le GNL? Est-ce qu'au fond, là aussi, on est sur un scénario qui nous verrouille un peu plus dans le dérèglement climatique et au fond dans les émissions de CO2? Compte tenu du fait que les énergies fossiles sont le moteur du système industriel moderne et du système économique moderne, baisser les émissions de CO2 de 5% par an, ça revient au premier ordre à contracter le système économique de n'importe quoi entre 4 et 5% par an. Nonobstant le développement de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables, etc. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Est-ce que vous avez une grande entreprise cotée sur cette planète, et même pas cotée, qui a aujourd'hui un plan qui soit compatible avec cette orientation générale? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Donc de ce point de vue, Total n'est pas spécialement un cas isolé. C'est une entreprise qui a une activité qu'on assimile, donc bon, encore une fois, je n'ai pas d'action chez Total, donc je m'en fiche, mais c'est une entreprise qu'on assimile au diable parce que c'est elle qui sort le pétrole, mais en fait le pétrole irrigue la totalité de l'économie mondiale, et ni Carrefour, ni Michelin, ni Danone n'ont de stratégie qui est plus compatible. Je pourrais plus citer n'importe quel autre, ni Apple, ni Nvidia. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une entreprise cotée au monde qui ait une stratégie aujourd'hui qui soit compatible avec 5% de baisse annuelle des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, en gros, pas une. En première approximation. Peut-être en trouver une en cherchant bien, mais... Voilà, donc ça c'était la réponse à la première question. Total non. Alors GNL. GNL, c'est une conséquence indirecte de notre infidélité à l'ami Poutine, puisque avant la guerre en Ukraine, l'Europe dépendait pour environ 40% de ses approvisionnements du gaz russe. Une fois qu'on ne veut plus du gaz russe, comme c'était le principal approvisionnement gazier de l'Europe par pipeline, eh bien, ou bien les gens se passent instantanément de 40% du gaz, ce qui n'est pas l'option pour le moment qui a été suivie, parce que le gaz reste quelque chose d'important pour l'industrie, reste quelque chose d'important pour la production électrique d'une bonne partie de nos voisins, etc. Et donc l'option B, c'est qu'il faut le trouver ailleurs. Et alors, il faut le trouver ailleurs. Les autres zones d'approvisionnement par pipeline pour l'Europe, c'est le Maghreb, mais le Maghreb est en déclin gazier, hein, l'Algérie est en déclin gazier. Les autres pays de la communauté de la CIS, là, mais ce n'est pas des fournisseurs de gaz à la hauteur de ce qu'est la Russie, bon, ils sont beaucoup plus petits. Donc il reste gaz liquéfié, donc on se met à construire des terminaux de gazéification partout et on commence à demander à nos fournisseurs de développer des trains de liquéfaction partout. Là-dessus, les Américains se frottent les mains parce qu'ils ont du gaz pas cher et en plus, eux, exporter, ça les arrange parce que ça équilibre le prix de marché domestique américain avec le prix de marché à l'export. Donc les producteurs sont ravis qu'on exporte. Ils n'ont pas envie qu'on exporte tout le gaz américain, loin s'en faut, mais un peu, ils sont parfaitement d'accord. Il faut bien voir que les exportations américaines de GNL, au regard de la consommation domestique de gaz aux États-Unis, ça reste pas grand-chose.
Mais c'est quelque chose qui est économiquement très intéressant pour eux parce que ça fait monter le prix domestique du gaz. Et alors, pour les Européens, ça crée effectivement un effet de lock-in. Ça, on a bien documenté ça au Shift Project. Parce que si vous voulez du GNL, il faut signer des contrats de long terme. Parce que les fournisseurs de GNL ne vont pas vous expliquer, vous allez leur dire, vous allez me construire un train de liquéfaction, puis l'année prochaine, je ne sais pas si je vous achète du gaz, vous êtes gentil, mais non. Donc en fait, les contrats, si on veut du GNL, ils sont sur 15 à 25 ans. Donc effectivement, pour avoir du gaz l'hiver prochain, on se crée un lock-in fossile avec des contrats d'approvisionnement sur beaucoup plus longue période. Là, il fallait un peu se le dire avant de dire à Poutine, ton gaz, on n'en veut pas. Moi, je n'ai pas d'intérêt non plus chez Poutine et je ne suis pas en train de dire que c'est un type très bien. Je suis juste en train de dire, si les Européens avaient bien compris ce qu'ils faisaient au moment où ils ont dit aux Russes, on ne veut plus du gaz russe, ils auraient compris que l'alternative, c'était fatalement le GNL venant des exportateurs de GNL, au premier chef desquels les États-Unis actuellement. Tous les experts nous disent que on peut tenir jusqu'à l'hiver prochain en matière de gaz. Et donc, à un moment donné, si Vladimir Poutine continue, y compris ses crimes de guerre, comme je l'ai dit, il faut envisager la question de l'embargo. Et effectivement, le gaz qui est de plus en plus produit aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le gaz de schiste. Alors en fait, c'est impropre, c'est du gaz de roche-mère. Pour faire un tout petit peu de géologie pétrolière, le pétrole et le gaz se forment par une espèce de pyrolyse de résidus biologiques dans des sédiments qui sont enfouis sous terre. Donc dans les endroits où il y a des zones de subduction, où il y a de la sédimentation en provenance de la vie marine, eh bien, vous avez des restes organiques mélangés à du sédiment minéral qui sont enfouis sous terre, et la géothermie ainsi que la pression vont créer dans la roche qui se forme à partir des sédiments du pétrole, du gaz. Ce pétrole et ce gaz, des fois, ils migrent en dehors de la roche-mère. C'est comme ça que se forment les accumulations qu'on appelle les roches, enfin dans les roches réservoirs où on va forer le pétrole et le gaz. Mais des fois, ça reste prisonnier dans la roche-mère parce que la roche-mère n'est pas assez perméable. Et à ce moment, il faut la fracturer pour créer de la perméabilité. C'est pour ça qu'on fracture pour exploiter le pétrole et le gaz de schiste. Encore une fois, pétrole et gaz de roche-mère. Et il se trouve que les Américains ont beaucoup de pétrole et de gaz de roche-mère. Donc effectivement, cette exploitation puis cette exportation du gaz de roche-mère est quelque chose que les Américains aiment bien faire. Et chez eux, c'est particulièrement favorisé par le droit minier, qui fait que l'État n'intervient pas dans cette histoire, puisque le propriétaire du sol est propriétaire du sous-sol jusqu'au centre de la terre. Donc ça fait que des contrats bilatéraux. Donc ça va très vite. Troisième question, c'était... Du coup, j'ai oublié. Comment on sort de comment on casse la rentabilité de ce secteur? Alors, il faut savoir que la rentabilité du secteur oil and gas, elle se fait, pour un acteur comme Total, absolument pas en France. Un acteur intégré comme Total a trois activités. Ce qu'on appelle l'amont, c'est-à-dire l'exploration, production. Donc, j'explore pour savoir où est le pétrole. Bon, ça lui coûte de l'argent. Et je le fais sortir de terre. Ça lui en fait gagner beaucoup. Ensuite, il y a une activité dite de raffinage. Alors, Total a quelques raffineries en France et en Europe, et une activité de distribution. Alors, l'activité de distribution et l'activité de raffinage, ça a toujours été les gagne-petits dans le monde pétrolier. L'activité qui gagne énormément de cash, c'est l'activité de production de pétrole. Celle-ci n'a pas lieu en France. Donc, en fait, l'essentiel de l'argent que gagne un acteur comme Total et ses concurrents, ça se fait dans des pays étrangers, là où le pétrole est extrait, et c'est des accords de partage de rente. C'est-à-dire que sur le baril qui sort, eh bien, on décide que le prix de marché est partagé comme ceci, comme cela, entre le pays qui possède le gisement et l'opérateur qui l'a fait sortir. Il y a tout un tas de possibilités d'accords de partage, mais en général, c'est un partage de la rente. Et il se trouve que la rentabilité sur capitaux investis de cette activité est extrêmement élevée. 20 à 25%, significativement plus élevé, par exemple, que les activités de développement des ENR, pour lesquelles, à la belle époque, il y a 20 ans, c'était beaucoup plus élevé, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus bas que ça. Alors, il n'y a pas 253 manières de faire baisser la rentabilité d'une activité qui est extrêmement rentable, il faut mettre des charges. Il n'y a pas d'autre moyen de faire. Alors, ça peut baisser tout seul si les gisements deviennent tellement petits et les investissements pour exploiter deviennent tellement lourds que la rentabilité intrinsèque baisse. Sinon, c'est la collectivité qui doit s'en mêler. Sauf que l'État français n'a pas la possibilité d'aller taxer des opérations qui prennent place au Nigeria, aux États-Unis ou en Russie. C'est pas possible. Donc, il n'y a pas tellement de manière directe de faire en sorte que ces activités, en tout cas pas par la fiscalité française, soient considérablement moins rentables. Troisième, cela étant,
une indication intéressante que vous pouvez voir en ce moment, économiquement intéressante, c'est la façon dont tous les opérateurs pétroliers en ce moment rendent le cash à leurs actionnaires. Ils rachètent des actions, ils font des dividendes monstrueux, etc. Racheter des actions, c'est rendre le cash aux actionnaires. Et en général, quand les entreprises font ça, c'est souvent le signe qu'il n'y a plus de projets très rentables dans lesquels investir. Voilà, c'est un signe avant-coureur. Enfin, ce n'est pas une démonstration. Moi, je ne suis pas allé regarder, je ne suis pas un insider chez Total. Voilà. En tout cas, c'est une hypothèse de travail que d'aller regarder ce qui se passe d'un peu près pour voir si on n'est pas en train... Alors ça, pour moi, ça serait d'autant moins improbable que quand on regarde la production de pétrole dans le monde, le pic à date est en novembre 2018. Donc on a passé le maximum historique de la production de pétrole dans le monde. Je parle bien de pétrole brut. Là-dedans, je ne mets pas les liquides de gaz, éthane, butane, propane, qui viennent de champs de gaz et pas de champs de pétrole, pour l'essentiel. Je ne mets pas les agrocarburants. Je mets juste ce qui sort comme pétrole, à partir de C8, et les condensats, à partir de C5, on va dire. Eh bien, la quantité de pétrole, c'est les statistiques de l'EIA, de l'Energy Information Agency américaine, est passée par un maximum en novembre 2018, et aujourd'hui, on est environ 4 millions de barils jour en dessous de ce volume-là. Sur le pétrole strictement conventionnel, donc si on exclut les sables bitumineux du Canada et le pétrole de roche-mère des États-Unis, c'était même 2008, le maximum. L'Agence internationale de l'énergie l'a publié dans un rapport 2018. Donc, il y a un petit moment à le dire. Si c'est ça qui est en train de se passer, c'est-à-dire que si on est au début du déclin de la production de pétrole, qui, selon les travaux du Shift Project, doit de toute façon arriver dans la décennie qui se termine en 2030, très vraisemblablement, à ce moment, de fait, effectivement, il va y avoir de moins en moins de gisements à exploiter, de fait. Donc, il y aura de moins en moins de nouveaux investissements à faire. Donc, effectivement, le cash existant, on le rend aux actionnaires. Enfin, voilà. C'est pas... Tout ça n'est pas incohérent. C'est peut-être ça qui est en train de se passer. Sur le GNL, on est d'accord que ça ne peut pas être considéré comme une énergie bas carbone, y compris venant des États-Unis comme une énergie de transition, parce que c'est un des éléments qu'on nous renvoie. Alors je vais être un tout petit peu taquin. Les premiers à avoir, avec vous, à avoir évoqué le gaz comme énergie de transition, si ma mémoire est bonne, c'était les antinucléaires qui disaient on va faire de l'éolien et du gaz, et le gaz sera une énergie de transition. Il me semble que bon. Voilà, une fois que la taquinerie... On n'a jamais dit que c'était bas carbone. Une fois que la... Non, ok. Pas de débat. Ah si, bien sûr, ça ne me dérange pas. Là, j'ai répondu sur le mot transition. C'est absolument pas bas carbone, du reste c'est pour ça que cette option, moi, m'a toujours un peu turlupiné. Et en ce qui concerne le GNL, américain, c'est particulièrement pas bas carbone, parce que vous avez des émissions fugitives aux États-Unis associées à l'extraction et au transport du gaz. Il y a l'Energy Institute, l'ancien BP Statistical Review, qui a publié des statistiques qui m'ont moi-même éberlué. Les émissions fugitives et de process liés au gaz représenteraient 4 milliards de tonnes équivalent CO2 par an dans le monde, ce qui est absolument considérable. Donc le gaz, par unité d'énergie, si on lui impute ces émissions-là, globalement, il se met au-dessus du pétrole. Enfin, si ces chiffres sont exacts. Donc, bon. Alors, les émissions fugitives, c'est les fuites à l'extraction, les fuites au transport et à la distribution. Et par ailleurs, vous avez les émissions de liquéfaction, qui sont des émissions significatives, parce qu'il faut de l'énergie pour liquéfier. Pour abaisser très fortement la température, il faut de l'énergie. Et enfin, vous avez également de l'énergie au moment de la regazéification. Voilà. Et qu'il y ait des fuites dans les réseaux de gaz, ça se manifeste malheureusement par le fait que de temps en temps, vous avez un immeuble à Paris qui fait boum. Et heureusement, tous les réseaux de gaz qui fuient ne font pas boum, mais ça fait quand même des fuites de méthane. Donc oui, le gaz occasionne des fuites. Et il y avait une publication de Carbone 4, du reste, qu'on avait faite en disant... Le titre était, si ma mémoire est bonne, GNL, tous les crus ne se valent pas, ou un truc dans ce genre-là, et où on avait essayé de quantifier les émissions fugitives par nature, par provenance. Voilà. Et le shale gas, de ce point de vue, comme on multiplie les points d'extraction un peu partout, on peut légitimement penser que c'est un mode d'extraction du gaz qui est un peu plus fuyard que les autres modes, parce qu'il y a énormément de puits.